Ja. Bonjour à tous. Merci de suivre ce WebEx qui tourne autour de Vim Ability Suite 9.5, précisément sur l'update 4. Donc, moi-même, Martin Kasmarek, consultant en vente chez Infidis, je suis accompagné de Johan Chabé, qui est l'ingénieur système chez Vim. Bonjour, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Parfait. Très bien, merci. Tu dis que les gens peuvent poser des questions. Vous pouvez poser des questions sur le chat et on répondra à la fin de la présentation. Je te laisse défiler le slide, Johan. Parfait. Alors, Infidis, en bref, c'est une société qui va sur ses 20 ans cette année. Notre chiffre d'affaires est en constante progression. Cette année, on a dépassé la barre des 50, on va dire grâce et un peu aussi au pôle qu'on développe côté du service et bien sûr côté backup dont je fais partie avec Marie-Christine. Infidis, donc c'est une 70 collaborateurs en France répartis essentiellement sur Boulogne, Nantes, Lille, Aix et une agence sur Strasbourg. Next. Vas-y. Alors, Infidis, intégrateur à votre service. Donc, chez nous, il y a plusieurs pôles d'expertise dans le cadre de différents types de prestations de services, assistance technique, c'est bien sûr du conseil. On a un intégrateur sur différents types de plateformes. On a un pôle d'experts, de consultants dans différents domaines, que ce soit sur le sauvegarde, la Virtu, l'hyperconvergé, et tous sont bien sûr certifiés dans leur domaine. Vas-y. Alors, nos pôles d'expertise s'articulent en 5 pôles, donc le pôle PS, le x86 stockage, l'hyperconvergence, le réseau et le data management. Donc, le data management dont je fais partie avec Marie-Christine qui couvre la sauvegarde, l'archivage, le stockage objet et la RGPD. Voilà pour moi. Merci pour cette introduction. Alors, merci à vous tous d'être présents. Comme l'a dit Martin, on est heureux de pouvoir aujourd'hui vous présenter un petit peu ces nouveautés de l'update 4 de Vim Availability Suite. Comme l'a précisé Martin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans la partie chat. Mettez-vous en mute si vous ne l'êtes pas, de manière pour le confort de tous. Et puis on traitera les questions-réponses dans un second temps. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses à vous annoncer côté Vim avec la sortie de cette update 4 qui est très riche, qui est composée de plus d'une centaine d'évolutions et notamment certaines nouvelles fonctionnalités qu'on va vous présenter, dont on va vous présenter les principales aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais refaire un petit historique de d'où nous venons et où nous arrivons. Donc on a commencé en 2008, pardon, il y a de ça 10 ans, donc sur la partie virtuelle, sauvegarde des environnements virtuels. Donc on a très vite on est très vite devenu un acteur incontournable de la sécurisation des environnements virtuels, VMware dans un premier temps. Ensuite, on a étoffé l'offre en ajoutant Hyper-V, puis en ajoutant des scopes physiques, on va le voir après. Et en 2012, on s'est présenté comme un acteur du private cloud
parce qu'on a rajouté ces fonctionnalités de réplication et on a à ce moment-là été vu sur le marché non plus juste comme un outil de backup, mais aussi comme un outil permettant de gérer la disponibilité de la donnée. En 2018, l'année dernière, de grosses nouveautés encore qui ont permis à Vim de se placer sur le scope de la data management dans le cloud. Et avec donc de fait la possibilité d'aider les... Ah pardon, là j'ai quelqu'un qui n'est pas en mute et qu'on entend. Si pour les nouveaux arrivants, vous pouvez vous mettre en mute pour le confort de tous, ça sera gentil, merci. Donc, comme je disais, en 2018, on s'est axé sur la partie data management pour suivre le mode d'évolution de la consommation de nos clients qui de plus en plus vont vers ces environnements cloud pour pouvoir aujourd'hui être vu comme le leader de la data management dans un environnement cloud hybride et multi-cloud. Donc, les grandes tendances qui ont été constatées ces derniers temps concernant les besoins de nos clients sont le besoin de pouvoir étendre leur stockage de backup dans le cloud, de pouvoir gérer la portabilité des données, donc envoyer des workloads dans le cloud, pouvoir réinternaliser des workloads, pouvoir en faire des tests de workload on-premise, faire des tests de ceci dans le cloud pour rationaliser les coûts et gérer davantage la sécurité et la compliance avec les nouvelles règles, notamment RGPD, etc. Donc, ce sont les axes sur lesquels l'année dernière, la R&D s'est fortement penchée. Et de ces principaux axes ont découlé pas mal de features dans cet update 4 que je vais vous présenter. Alors, si on devait trouver 3 axes de définition de notre outil, on mettrait en avant en premier lieu sa simplicité, simplicité de mise en œuvre, simplicité de vivre avec dans le temps. C'est un outil qui convient parfaitement à des tout petits scopes, mais également à des scopes enterprise sans poser aucune limite de scalabilité aujourd'hui. Donc on sait gérer plusieurs dizaines de milliers de VM en sauvegarde. On a plusieurs clients qui sont dans ce cas-là. Donc on est simple, à la fois pour des environnements qui le sont aussi, mais à la fois pour des environnements qui sont complexes parce qu'on est en mesure, avec le modèle d'architecture software de notre produit, de le scaler en fonction des contraintes et des besoins. Ensuite, il est fiable. Ça, c'est le retour client qui nous permet de l'avancer. On a aujourd'hui plus de 300 000 clients dans le monde, pas loin de 50 000 en France. Et les retours sont très favorables puisqu'on a, je ne sais pas si ça vous parle, mais on a un Net Promoter Score. C'est un indicateur qui est beaucoup plus utilisé en Amérique du Nord qu'en Europe, mais pour autant il fait foi et il vient justifier de la qualité des feedbacks qu'on a de nos clients envers notre produit. 96% d'entre eux renouvellent d'année en année, 91% nous recommandent autour d'eux. Donc il y a une grande satisfaction du produit, des fonctionnalités, et il y a aussi une grande satisfaction de notre support produit et des innovations qu'on apporte régulièrement à notre produit. Donc la fiabilité fonctionnelle et la fiabilité dans l'évolution et le fait que Vim grossisse sur le marché est aujourd'hui avéré. Et puis sa flexibilité, le fait de pouvoir adresser des scopes qui sont totalement différents, de pouvoir, comme je le disais avant, adresser des tout petits scopes et adresser des scopes de taille enterprise avec le même produit, les mêmes binaires, fait que notre produit, c'est s'ouvrir à l'ensemble du public IT.
Si on fait un point très rapide sur ce que représente notre plateforme, donc vous voyez en plein milieu cette brique backup et réplication, qui est la brique principale. Aujourd'hui, on continue de revendiquer que nous sommes un outil de sauvegarde, mais pas que. On est un outil de sauvegarde et à partir de cette sauvegarde qui est reconnue comme étant de qualité, on va pouvoir proposer de la valeur à nos clients. Donc, nos sauvegardes ne sont pas juste des fichiers qui sont mis de côté et utilisables juste en cas de perte de la donnée. On va utiliser ces sauvegardes pour faire d'autres choses. C'est là qu'interviennent notamment les data labs que vous voyez juste en dessous de backup et réplication. Ça va être des fonctionnalités qui vont vous permettre d'utiliser les sauvegardes qui ont été faites à d'autres fins. Faire du test de développement, faire de la validation de la compliance au niveau des tests de restauration, par exemple. Ensuite, au-dessus, vous voyez la partie orchestration. Cette orchestration, elle vient se matérialiser principalement dans notre dernier outil qui s'appelle Vim Availability Orchestrator et qui vous permet d'aller encore plus loin dans la capacité de reprise d'activité, puisque nativement, Vim Backup Réplication sait vous accompagner dans des plans de reprise d'activité. Avec Vim Availability Orchestrator, on sait aller plus loin. On sait mettre en place des tests réguliers de plans de reprise d'activité indépendamment de la production. Donc, la production continue à tourner et pourtant, on joue nos tests de reprise d'activité. On sait les séquencer très finement en ajoutant tous les scripts métiers et faits main par l'entreprise pour pouvoir séquencer et valider le bon fonctionnement des applications qu'on souhaite reprendre avant de les mettre en production. Au-dessus, la brique tout en haut, c'est la brique Monitoring Analytics qui, elle, se matérialise par notre outil Vim1 qui vous permet d'avoir de la visibilité sur votre infra de backup, mais pas que, parce que vous allez aussi pouvoir monitorer, faire du reporting, du capacity planning sur votre environnement virtuel. Et au-delà de ça, comme vous allez pouvoir avoir une vue sur à la fois le backup, à la fois la vertu, vous allez pouvoir avoir des indicateurs qui se croisent. L'exemple que j'utilise souvent, c'est lorsque sur une VM, vous allez afficher sa consommation CPU ou mémoire, vous allez pouvoir aussi afficher les fenêtres de backup qui sont passées sur cette VM et voir s'il y a une corrélation entre ces pics de consommation et le moment où vous faites vos backups, par exemple. Vous avez cette partie ensuite, tout en bas, Universal API, qui est en fait l'ouverture de notre produit sur l'ensemble des écosystèmes d'un data center, qui concrètement va nous guider pour pouvoir être de moins en moins policy-based, donc on crée des politiques de sécurisation, et pour être de plus en plus à l'écoute des évolutions des comportements du système d'information. On va le revoir dans la slide juste après plus précisément. Enfin, les 4 briques principales que l'on prend en charge, donc l'environnement virtuel historique avec donc VMware, Hyper-V, Nutanix AHV qui a été rajouté en début d'année dernière, ensuite en milieu d'année dernière, pardon. Ensuite les environnements physiques qui nous ont permis de pouvoir étendre beaucoup plus largement la capacité de sécurisation de Vim, avec donc les environnements Windows Linux pour toutes vos machines physiques, mais éventuellement aussi aujourd'hui vos postes utilisateurs, puisque depuis l'update 3, nous avons une intégration de la gestion des agents complètement centralisée dans la console et donc on est reconnu comme étant un acteur des sauvegardes de postes utilisateurs. Donc on répond maintenant très régulièrement à des appels d'offres pour des clients souhaitant sauvegarder leur poste utilisateur. Enfin, on a rajouté de la même façon l'année dernière la gestion des environnements AIX et Oracle Solaris.
Pour la partie SaaS, là, on va faire un focus sur la partie Office 365, pour laquelle on a un produit qui est dédié. N'hésitez pas, si vous êtes aujourd'hui consommateur Office 365 et que vous n'avez pas d'outils de sauvegarde pour cet environnement, à nous consulter parce que on est là pour aider les utilisateurs Office 365 à prendre conscience que Microsoft ne prend pas en charge l'ensemble de la sécurisation de la donnée. Et puis enfin, cette partie cloud qui est adressée par l'intégration qu'on a avec les deux acteurs majeurs du cloud public que sont Microsoft Azure et AWS dans la capacité à sécuriser les workloads qui sont chez eux et à pouvoir restaurer les workloads on-premise vers ces clouds publics. Et vous voyez aussi par exemple IBM Cloud. Vous voyez Vim Cloud Service Provider, ça c'est l'ouverture qu'on a avec notamment des nouvelles features que sont le stockage objet et qui permettent d'envoyer des données dans par exemple l'environnement IBM Cloud. Donc très rapidement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait de l'ouverture avec ces API va nous permettre de pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe autour des environnements sauvegarde, stockage, pour pouvoir créer des actions en fonction des comportements qui sont constatés. Si l'on se prend un exemple, on pourrait imaginer là, dans un avenir proche que Vim soit suffisamment à l'écoute de l'environnement extérieur et que ces différents environnements connexes communiquent avec Vim pour que, par exemple, lorsqu'il y a une intrusion sur un data center, Vim soit tenu informé et puisse enclencher, par exemple, la dernière synchronisation d'une réplique d'une VM vers un autre data center, l'extinction de la VM, etc. Donc, en stage 1, on a le backup, donc ça c'est le cœur de notre métier. C'est parce que notre backup fonctionne bien qu'on se permet de faire d'autres choses. La visibilité avec notre outil Vim1 Monitor. L'activation, ça c'est le fait de pouvoir gérer des environnements à la fois on-premise, à la fois dans le cloud, à la fois des postes utilisateurs finaux et de pouvoir tout mixer et tout bouger. Un serveur physique, on va pouvoir le virtualiser. Une VM, on va pouvoir l'envoyer dans le cloud, etc. L'orchestration avec justement le fait de pouvoir créer beaucoup plus de facilité dans la reprise d'activité. Et enfin, l'automatisation, ce que je viens de vous présenter, le fait de s'ouvrir aux différents environnements connexes. Donc ça, c'était pour l'introduction. Passons maintenant au cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc les nouvelles fonctionnalités de cette update 4. Comme je vous disais, il y a plus d'une centaine de nouvelles fonctionnalités, d'évolution et notamment des fonctionnalités majeures qui viennent compléter le catalogue. La première que je vous présente, c'est Vim Cloud Tier. C'est très certainement celle qui est la plus attendue. Le principe va être de permettre à nos clients de pouvoir étendre leur stockage dans le cloud ou en tout cas sur du stockage objet. Ces stockages objets peuvent être du stockage Amazon S3 ou des appliances qui pourraient être on-premise S3 compatibles, type que sais-je, Cloudian, Scality, enfin voilà, ça pourrait être une appliance qui serait chez vous et qui gérerait le stockage objet. Ça peut être du stockage Azure Blob. Ça peut être également du stockage IBM Cloud qui est validé, certifié avec notre solution. Le principe, ça va être de se reposer sur une fonctionnalité déjà existante chez Vim et qui s'appelle le Scale-out Backup Repository. C'est l'enveloppe que vous voyez autour de ce performance tier, qui est une enveloppe logique et qui contient plusieurs stockages physiques qu'on va appeler des extents. Parmi ces extents, on va rajouter un nouvel extent qui sera de type stockage objet.
Et on va avoir des politiques de tiering automatique qui vont permettre de sélectionner les fichiers de sauvegarde qui sont éligibles pour les envoyer automatiquement vers du stockage objet. Alors, il va y avoir deux types de règles. La première règle, ça va être de dire lorsque mon extent, donc mon stockage physique au sein de mon Scalert Backup Repository, atteint un tel pourcentage d'occupation, alors je veux envoyer tous les fichiers de sauvegarde qui sont éligibles en tiering sur le stockage objet pour redescendre le taux d'occupation. La deuxième règle, ça va être de dire, OK, toute chaîne de sauvegarde étant plus vieille de tant de jours, je souhaite la faire basculer sur mon stockage objet pour pouvoir rationaliser mon stockage et avoir un meilleur TCO. Okay, donc le principe, c'est de pouvoir dédupliquer la donnée, l'envoyer au format stockage objet sur ses appliances ou dans le cloud, et de conserver en local sur ce qu'on appelle le tiers de performance, une coquille qui va contenir les métadatas et la liste des blocs nécessaires pour pouvoir reconstruire cette archive de backup. Pourquoi on a fait ça? Parce que au moment de la restauration, on a une fonctionnalité qui s'appelle Intelligent Restore et qui va permettre automatiquement de reconstruire cette archive de backup en premier lieu à partir des fichiers de sauvegarde qui existent encore sur le tiers performant. Autrement dit, on ne va aller chercher de la donnée sur le cloud ou dans le stockage objet qu'à partir du moment où on n'a pas retrouvé le bloc sur le stockage local performant. Ce qui vous laisse comprendre que dans le meilleur des cas, vous allez avoir tous les blocs qui vont être déjà disponibles sur votre stockage performant et aucun bloc ne reviendra depuis le cloud vers chez vous, puisqu'on sait que c'est dans ce transfert de données qu'il y a une taxe auprès des clouds publics. Donc voilà, dans l'idéal, comme je vous le disais, pas de récupération de données à partir du cloud, on récupère en premier lieu sur ce qui se trouve déjà sur place. Et l'ensemble des fonctionnalités avancées de Vim sont disponibles avec ces données qui ont été poussées dans le cloud. Concrètement, l'instant de VM Recovery, qui permet à une VM d'être démarrée directement à partir du stockage de backup, l'instant de VM Recovery est disponible avec une archive qui a été poussée sur le stockage objet. Okay, donc, on est transparent en termes de fonctionnalité. Du point de vue de Vim, Vim, lui, ne prend pas en compte le fait que la donnée ait été poussée sur le stockage objet et ça reste fonctionnel, ça a été évalué. Hein. Ça reste fonctionnel sur le fait qu'on est en mesure d'utiliser toutes les fonctionnalités basiques et avancées de Vim avec ces fichiers qui ont été poussés sur le stockage objet. Je ne sais pas si Martin, toi tu as des questions sur cette partie-là déjà? Alors pour ma part, je voulais un petit peu que tu expliques comment se passe la restauration, mais je vois que tu as bien détaillé les différentes étapes de la rapatriement de la donnée et de l'instant de restore, donc c'est très bien. Bon bah parfait. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, inscrivez-les sur le chat et puis on pourra traiter tout ça dans un second temps. La seconde grande feature que je souhaite vous présenter, c'est une feature en réalité qui existe déjà, qui s'appelle le Data Labs, qui anciennement s'appelait le Virtual Lab et qui, à l'époque, vous permettait notamment de faire du Sure Backup, par exemple. Le principe, c'était de pouvoir monter une restauration en instant de VM Recovery, donc
en ayant le moins d'impact possible sur l'environnement de production. Et puis, dans une bulle réseau, de pouvoir tester la validité de cette machine et d'avoir des reports automatisés. Le principe de Virtual Lab, c'était de pouvoir mettre à disposition une donnée, que ce soit donc pour du Sure Backup, après tout de suite on supprimait, ou du On-Demand Sandbox, on vous laissait faire des manipulations dedans et ensuite on supprimait. Donc sur la partie Virtual Lab, à l'époque, toutes les données étaient vouées à être détruites. Donc on montait la donnée, on la mettait à disposition, on faisait ce qu'on avait à faire et ensuite on supprimait tout. Aujourd'hui, avec le Data Lab, on va plus loin parce que ces données qu'on met à disposition dans un environnement isolé, on va pouvoir derrière terminer de les pousser en production. Et on a ressorti deux use cases principaux et donc qui se concrétisent par la fonctionnalité de Stage Restore. Le Stage Restore, ça va être le fait de pouvoir mettre dans un environnement tampon une machine dans son processus de restauration et de la mettre à disposition des équipes d'admin pour pouvoir remettre la machine en état de production. Un use case là, qui est présenté pour la RGPD par exemple, vous souhaitez vous assurer qu'à aucun moment une base de données pour laquelle un utilisateur a fait appel au droit à l'oubli et pour laquelle donc vous avez mis en place une routine de nettoyage, à aucun moment cette donnée ne sera restaurée en production. Et comment on vous aide à faire ça? Dans le process, donc c'est un workflow qui est guidé via un wizard. Vous allez débuter votre restauration, vous choisissez les options de Stage Restore. Cette machine est positionnée dans cet environnement isolé de la production. Vous allez pouvoir vous y connecter, rejouer la routine de nettoyage de la base utilisateur et ensuite terminer votre process de restauration pour envoyer la donnée en production. Alors, vous pourriez évidemment le faire la même chose, mais sans utiliser notre workflow. La problématique de ça, c'est qu'on sait très bien que lorsqu'un workflow n'est pas guidé, à terme, on laisse la possibilité de l'erreur humaine et du coup de ne pas appliquer tous les correctifs avant de remettre en production. Là, vous aurez la possibilité de prouver que vous avez un process de traitement de votre donnée à restaurer. Ce même process, il peut être appliqué aussi pour suite à par exemple une campagne de patching. Vous avez patché vos centaines de serveurs. On vous demande de faire une restauration il y a 3 jours. Du coup, ce serveur n'est pas patché. Là, vous pouvez, en utilisant ce workflow, vous allez pouvoir mettre la VM dans un état tampon, appliquer le patch de nouveau et terminer votre processus de restauration. Votre machine ne sera à aucun moment en production sans être dans l'état souhaité. Voilà. Ça, c'est le principe du Stage Restore et ça peut s'appliquer à tout type de use case que vous pourriez imaginer. La deuxième fonctionnalité avancée de Data Lab qui a découlé de cette évolution, c'est le Secure Restore. Et le Secure Restore, c'est le fait de dire, OK, on a des systèmes antiviraux qui possèdent des signatures qui sont mises à jour quotidiennement, voire des fois plusieurs fois par jour. Et une signature d'il y a 2 semaines, peut-être ne détectait pas un malware ou un ransomware qui était existant, dormant sur une machine. Lorsque je vous explique ça, vous comprenez bien que lorsque une machine a été scannée et nettoyée, si on la restaurait il y a 5 jours, les signatures d'il y a 5 jours n'avaient pas fait le nettoyage. Et donc, potentiellement, si vous faites la restauration, vous la restaurez avec le malware ou le ransomware. Donc, le principe, ça a été de dire, OK, on va dans un process de restauration
proposer de monter la VM éteinte sur une machine qui va être dédiée au scan antivirus. Cette VM éteinte va être scannée et en fonction du résultat, si tout est OK, on termine le process de restauration. Si on a des warnings, on peut restaurer la VM mais la déconnecter du réseau. Et enfin, si la VM est infectée et qu'on pense qu'il n'y a pas d'intérêt à aller plus loin dans le troubleshooting, on peut abandonner le process de restauration pour la flaguer comme étant infectée. Okay. Donc ce type de use case, il est intéressant pour tout le monde parce que on connaît et on sait que de plus en plus les ransomware, une fois déposés quelque part, sont dans un premier temps dormants et se déclenchent à une date souhaitée. Donc il y a beaucoup de systèmes qui potentiellement sont infectés, mais où on aura le ressenti que plus tard. Donc le décalage de la capacité à scanner avec des signatures à jour va pouvoir être corrigé avec ce type de fonctionnalité. Un autre use case, c'est si vous avez, un site central, une maison mère, et vous avez plusieurs filiales. Sur ces filiales, potentiellement, vous avez un environnement IT un peu moins sécure et pour autant, vous avez décidé que votre site central pourra être le backup ou le site de reprise d'activité de vos filiales. Potentiellement, vous pourrez dire, OK, nous, on a un niveau de sécurité qui est très élevé. Les filiales ont un niveau de sécurité qu'on ne maîtrise pas forcément. Avant de restaurer quelques VM que ce soit de nos filiales sur notre site central, elle passera par cette moulinette de scan antivirus. Est-ce que sur ce point-là, Martin, tu as des questions? En fait, moi j'avais une question sur avant que la VM passe en prod, donc elle se trouve dans un, si j'ai bien compris, dans un endroit isolé, c'est ça? Ouais, dans le data lab? Ouais. Donc il n'est pas vu de la production. Il n'est pas vu de la production, non. D'accord. Donc, il n'est pas vu de la production. Et donc, on a cette machine qui est dédiée au scanning qui, elle, va se trouver dans cet environnement Data Lab et qui va pouvoir faire la prise en compte de la partie scanning. D'accord. Donc, ça peut être une machine physique ou virtuelle qui scanne la VM en question. Oui, ça sera. Alors, non, ça sera une VM. Ça sera une VM. Ça sera une VM. D'accord. Ça sera une VM. L'idée, si on va jusqu'au bout de la réflexion, l'idée, ça serait même d'avoir un éditeur antivirus sur cette machine dédié à cette fonctionnalité qui soit différent de l'éditeur qui est en production sur le reste de l'environnement, de manière à pouvoir aussi croiser les évolutions des signatures antivirales. D'accord. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un autre logiciel d'antivirus pour scanner cette VM. Oui, dans l'idéal, enfin, en tout cas, c'est ce que moi je conseillerais à mes clients. Dans l'idéal, effectivement, ça permettrait d'avoir un peu plus d'assurance sur le scan. Parce que donc, cette VM, ça sera scanné en amont avec cet autre éditeur. Et une fois en production, on pourra la rescanner encore avec l'éditeur qui est en production. Et là, du coup, on est encore plus sûr de la validité de la donnée. D'accord. Donc aujourd'hui, on est antiviral, il n'y a pas de recommandation ou... Aujourd'hui, on est compatible par défaut avec Bitdefender, qui est intégré dans les Windows. On est compatible avec Symantec. Et puis, en réalité, on est compatible avec tout éditeur de scan antivirus du marché, qui peut être géré en commande. Donc on est ouvert à tout type d'outils. Ok, très bien. Sur la nouvelle étape, donc comme je vous disais en introduction, on se veut cette année encore plus que les années précédentes, on se veut être vu comme leader du management de la data dans le cloud.
Donc, on a un vrai focus pour aider nos clients à bien vivre cette évolution du mode de consommation qu'est le cloud. Et pour ça, on a donc une intégration. On avait jusqu'alors une intégration directe avec Microsoft Azure. Donc, on était en mesure, pour toute VM sauvegardée on-premise, de faire dessus un clic droit, Direct Restore to Azure. Donc, si on avait une problématique ou besoin de basculer un workload on-premise vers Azure, on avait la possibilité de le faire directement. Donc, notre VM sauvegardée on-premise pouvait, quelques minutes après, se retrouver au format natif Azure disponible dans le cloud. On a étendu cette fonctionnalité aussi à AWS maintenant. Donc avec notre update 4, on aura le choix entre un Direct Restore to Azure ou un Direct Restore to EC2. Et également, on a intégré le fait de pouvoir restaurer vers un environnement Azure Stack. Donc là, je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de personnes qui sont éligibles à ce type de plateforme, mais voilà, ça fait partie de nos fonctionnalités. Donc, très clairement, avec ces fonctionnalités, là, vous prenez conscience qu'on vous facilite le fait de pouvoir aller vers les environnements cloud. Donc, que ce soit pour du dev, que ce soit pour de la prod, que ce soit juste pour tester, avoir un avant-goût de ce qu'est la consommation dans le cloud, Vim doit être vu comme une trousse à outils. Et un de ces outils, vous permet de facilement aller vers le cloud. On a une compatibilité qui était déjà avérée et qui est renforcée là sur la partie Vim Cloud VMware Cloud en AWS. Donc, si vous êtes client VMware Cloud en AWS, vous allez pouvoir considérer cet environnement dans le cloud comme un environnement on-premise. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, faire de la réplication Vim et mettre en place un plan de failover pour pouvoir reprendre l'activité plus facilement. Enfin, on a une fonctionnalité, donc celle-ci a été annoncée avec notre update 4, elle sortira très prochainement dans le premier quarter. C'est Vim Availability for AWS. Et là, on va encore un peu plus loin dans l'intégration qu'on a avec cet acteur AWS, puisque comme vous ne l'ignorez pas, on a en début d'année dernière acquis la société N2WS, qui était à l'époque leader sur le marché de la sécurisation native dans AWS. Et on est du coup en cours d'intégration de leur solution dans la solution Vim Backup Replication. Autrement dit, si vous êtes un utilisateur, un consommateur de workload dans AWS, vous allez pouvoir utiliser le meilleur des deux mondes. La capacité de sauvegarder avec un coût beaucoup plus optimisé directement dans le cloud avec nos fonctionnalités venues de la société N2WS. Et donc là, vous allez faire des sauvegardes à base de snapshot et donc des capacités de restauration à base de snapshot, la capacité pardon, notamment de faire de la sauvegarde de bases de données serverless dans Amazon, type Redshift, etc. On va créer un pont entre cet environnement et cette sécurisation qui reste native dans AWS et l'environnement Vim Backup et Réplication. Parce qu'on va présenter ce qu'on appelle un external repository à l'environnement Cloud Protection Manager, donc qui se trouve nativement dans AWS. Et cet external repository, il va être visible par votre plateforme Vim Backup Replication. Et c'est là que vous comprenez que le pont se fait parce que Cloud Protection Manager va pouvoir faire à la fois des snapshots et à la fois faire de la sauvegarde au format Vim sur du stockage objet. Et Vim, lui, saura récupérer cette donnée sauvegardée sur le stockage objet pour pouvoir potentiellement réinternaliser vos données
mais pas que. Ça peut aussi vous permettre de vous prémunir contre une indisponibilité de l'environnement ou de la région sur laquelle vous êtes connecté chez AWS. Et lorsqu'on parle de ça, on peut croire que ça n'arrivera jamais, sauf que ça n'est pas le cas. Et encore, la semaine dernière, il y a eu des problématiques chez Azure, sur Office 365. L'année dernière, il y a eu des indisponibilités chez AWS. Donc, c'est quelque chose qui arrivera. Et plus les gens vont aller vers la consommation AWS, et plus les plateformes vont être chargées, et plus potentiellement il y aura de menaces, et plus potentiellement il y aura de possibilités d'avoir des indisponibilités de ces environnements. C'est juste logique. Donc, dans cette logique, chez Vim, on estime qu'il est nécessaire de vous proposer un moyen de vous prémunir contre ce type de problématique. Et l'external repository, que vous voyez là, va vous permettre donc de créer ce pont entre votre environnement en prod sur AWS et votre environnement de sécurisation qui va rester, lui, on-premise. Okay, donc, deux use cases, j'ai besoin de réinternaliser et j'ai besoin de me prémunir contre une indisponibilité de la plateforme AWS sur laquelle reposent mes instances. Est-ce que Martin… Alors, attends. Oui. Oui. Oui, j'avais deux petites questions. Avec ce type d'infrastructure, quand Vim va restaurer dans le cloud chez un provider, on a aussi la possibilité de tester, que Vim teste comme un data lab, CVM, pour dire que sont viables ou pas? Non, alors est-ce que tu parles de cette fonctionnalité-là, le Direct Ça, oui, Restore? celle-là. Non, le Direct Restore, c'est vraiment le fait d'envoyer sa donnée et de la transformer au format natif de l'opérateur cloud. Donc, dans le process, il y a l'envoi de la donnée et il y a la conversion de cette VM au format vSphere ou Hyper-V, de cette VM au format natif Azure ou au format natif AWS. Ah, d'accord. Donc, en fait, Vim, le backup sur son repository et après, il la retransforme en tant que VM dans le cloud. Exactement. Parce que si on envoyait juste notre restauration, mais il ne se passerait rien. Parce que comme on n'a pas accès aux hyperviseurs AWS, aux hyperviseurs Azure, on n'a pas la possibilité de réenregistrer la machine, de modifier le format, etc. Donc, on a toute une opération qui est transparente, qui est faite une fois que la donnée est envoyée dans le cloud pour venir transformer cette VM au format natif de l'opérateur et donc de l'enregistrer et de la mettre à disposition telle que ce serait une VM si on l'avait provisionnée from scratch dans Azure ou dans AWS. Donc, cette opération, ce qu'elle a d'un peu l'effet magique, c'est de dire j'ai une machine qui est un format on-premise qui ne peut pas fonctionner dans Amazon ou dans Azure, et pour autant, je vais lancer mon process de restauration et la conversion va être faite automatiquement pour que la machine à destination soit une machine équivalente à une machine que j'aurais créée from scratch dans leur interface. D'accord, très bien. Et par contre, toutes les fonctionnalités que tu évoquais, Data Lab, Virtual Lab, etc., tout ça, ça reste sur la partie on-premise parce qu'on va nous chercher à utiliser notamment l'instant de VM Recovery pour avoir le moins d'empreintes possible sur la production. Et pour ça, il faut que tous ces tests restent sur un environnement local. C'est différent de ce que j'expliquais tout à l'heure avec le stockage objet où je disais lorsqu'on pousse notre donnée, elle est envoyée sur du stockage objet et potentiellement dans Amazon. Hein. Et pour autant, on est toujours capable de faire de l'instant de VM Recovery. Oui, mais parce que sur ce mode de fonctionnement-là, Vim, lui, considère que cette donnée qui a été poussée en tiering, parce qu'on a encore la coquille avec les métadatas, il la considère comme étant encore on-premise. Donc là, on est toujours capable de faire nos actions avancées, notamment l'instance VM Recovery.
Donc, dans le premier cas, c'était je pousse ma donnée sur du stockage qui est dans le cloud pour pouvoir rationaliser mes coûts. Alors que là, le but du Direct Restore, c'est je pousse la restauration de ma VM parce que je veux qu'elle vive dans le cloud. Ce n'est pas mon archive de backup que je pousse sur du stockage dans le cloud, c'est ma VM que je veux faire tourner dans le cloud. D'accord, très bien. OK. OK. Et après, on avait juste la petite question sur le quid du licensing. Donc, je ne sais pas si tu veux répondre maintenant. Alors, quid du licensing, mais sur quel sujet? Je pense, Johan, que c'était sur la antivirus partie Amazon. Sur la partie Amazon? Oui, tout à fait. Je pense que c'était donné à ce moment-là, oui, de la part de Eric. Et je pense que c'est dû parler de l'instance licensing au pire. Mais... Ok, donc effectivement, on a un nouveau mode de licensing qui est implémenté et qui permet d'avoir des consommations d'instances justement pour créer de la flexibilité et faire en sorte qu'à terme, une VM on-premise, lorsqu'elle est basculée dans le cloud, elle consomme exactement la même chose. Donc, à terme, indifféremment, je dis à terme, c'est déjà disponible, hein, mais à terme, quand les utilisateurs exploiteront cette fonctionnalité, qui, je le reprécise, sera disponible Q1, lorsqu'une VM est on-premise et sera poussée dans le cloud, elle consommera d'un point de vue Vim la même chose. Donc, cette même licence sera utilisée quel que soit l'emplacement de cette machine. C'est d'ailleurs l'un des points principaux qui ont amené à cette modification de mode de licensing. On ne va pas rentrer trop dans le détail de la partie licensing aujourd'hui, mais cette évolution de la partie licensing a pour objectif justement de aider nos utilisateurs à pouvoir faire évoluer leur mode de consommation sans pour autant avoir au préalable se dire oui, mais est-ce qu'il faut que je rachète des licences ou est-ce qu'il faut que j'achète d'autres types de licences lorsque ma machine est à tel endroit ou à tel autre. Là, ça sera flexible et ça sera transparent. Donc, en gros, une instance, une VM, une instance EC2 sauvegardée dans le cloud et une VM sauvegardée on-premise, ça va compter une instance. Si on la bouge d'un endroit à l'autre, ça comptera toujours une instance. Donc, pas de grosses problématiques sur la partie licensing. Alors, je vois les licences par socket vont disparaître. Non, les licences par socket ne vont pas disparaître, ne vous inquiétez pas. Et si vous voulez qu'on fasse un focus sur le sujet, revenez vers Martin et puis on pourra recreuser le problème. Mais voilà, déjà, on éteint le feu. Les licences à socket ne disparaissent pas, ne vous inquiétez pas. Enterprise Application Intégration. Ça, c'est aussi une des grosses évolutions de l'update 4. Comme je vous le disais, on sait gérer des scopes très petits, des toutes petites entités, et on sait gérer des environnements enterprise. Et dans les environnements enterprise, il existe très souvent des environnements Oracle, base de données, et des environnements SAP HANA, de plus en plus. Et on a donc développé des plugins qui vont permettre à nos fameux amis DBA, qui bien souvent disent « Ok, vous êtes très gentil avec votre outil de sauvegarde, mais laissez-moi tranquille ». Là, on va leur redonner la main en disant « Ok, nous, on vous laisse faire exactement comme vous avez l'habitude de faire. Vous installez ce plugin et lorsque vous allez utiliser Herman, mettre en place vos propres schedules, par exemple sur la partie Oracle, au lieu d'envoyer ça vers un repository, un emplacement NFS, par exemple, un mood point, et ben vous allez envoyer ça vers des repositories Vim. Et vous gardez la main sur le fait d'autoriser ou non, par exemple, les admins de backup à effectuer des restaurations ou pas. Ça veut dire que vraiment, avec notre plugin, l'administrateur, le DBA, reste totalement maître de la sécurisation de son environnement et de la capacité à restaurer son environnement. Juste, on lui permet
de rentrer dans le cycle de gestion de la donnée et de rationalisation des coûts pour envoyer ça vers des repositories Vim. C'est la même chose avec Sapana. On va utiliser les fonctionnalités backint natives de Sapana pour faire des sauvegardes directement vers les repositories Vim. À savoir que pour comme ça s'avancer avec SAP, il faut passer les certifications et notre outil est certifié SAP HANA. Voilà. Donc, si vous avez des DBA et qu'ils vous demandent si notre outil a la certification, oui, on peut le prouver sans problème. Donc ça, c'est aussi une des grandes évolutions qui marque le fait qu'on s'ouvre de plus en plus à ces environnements de grande envergure enterprise, même si je sais que Oracle DB ou Sapana peut exister dans des scopes plus petits, mais dans la généralité, c'est des types de scopes qu'on retrouve chez les clients d'une certaine taille. Est-ce que, alors, quid des versions Oracle compatibles avec le plugin? Alors, on est compatible avec, à partir de Oracle 11, sur les environnements x86, Intel. Toutes ces informations sont listées dans le détail sur notre documentation en ligne Help Center, donc qui est maintenant à jour par rapport à l'update 4. Et vous trouverez la liste des system requirements pour ces deux environnements, SAP et Oracle. Mais encore une fois, si vous avez des sujets spécifiques, n'hésitez pas à revenir vers Martin et nous, et puis on pourra creuser un peu plus en détail les sujets. Pardon Martin, est-ce que toi tu as des questions? Non, c'est très bien, comme tu dis, s'il y a besoin de rentrer plus en détail, à ce moment-là, Il y aura une question sur SDMP à la fin. Oui, non, à la fin. Donc on reviendra en fonction des questions. Ok. Voilà. Je voulais parler aussi dans les nouvelles fonctionnalités de Vim1 qui, lors de notre update 3, lui, n'a pas connu d'évolution. Tout était resté en stock pour pouvoir sortir en même temps que notre update 4. Et donc Vim1, c'est notre outil de reporting, monitoring, capacity planning sur les environnements de backup et sur les environnements virtuels. Et ce qu'on a fait avec cet update 4, c'est qu'on a fait exactement l'inverse du dial home qui consistait chez d'autres à prendre les logs, les envoyer au support, le support traite automatiquement et puis s'ils voient quelque chose, ils vous font un retour. Nous, on a décidé de faire totalement l'inverse. Fort de nos plus de 340 000 clients aujourd'hui dans le monde, on sait que nos équipes support ont une forte capacité à détecter les nouvelles tendances de problématiques, par exemple suite à des mises à jour de Windows, par exemple, ou de différents OS ou côté vSphere. On sait qu'on a des early adopters qui sont les premiers à ouvrir des cases chez nous et du coup on travaille en troubleshooting avec eux et de ça découle régulièrement des nouvelles KB qui sont faites chez Vim. Et toutes ces KB, en fait, l'idée, c'est de pouvoir les pousser chez nos clients Vim1 pour que le Vim1, dans son traitement, sa gestion des alertes du monitoring on-premise, puisse faire la corrélation plus tôt avec ces KB qui sont avérés comme une tendance nouvelle. Donc, très concrètement, l'idée, c'est d'être de plus en plus proactif auprès des clients et qu'ils puissent avoir des remontées d'informations avant même d'avoir à ouvrir des cases sur notre support. Donc, on essaye de gagner du temps sur le traitement de problématiques potentielles qui pourraient arriver. Comment ça se concrétise, hein? Encore une fois, le but, c'est notre support, que vous voyez là à gauche, va générer des knowledge base en fonction des cases et de la fréquence d'ouverture des cases et va pousser
sur les vMoine. Donc, je vous rassure, hein, pour les vMoine qui seront d'accord à recevoir du flux de l'extérieur, hein, c'est pas obligatoire. Mais pour ceux qui souhaiteront s'ouvrir et pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité, on va aller pousser toute une liste de KB. Et c'est ensuite le vMoine qui, lorsqu'il va recevoir et surveiller l'environnement, va pouvoir faire ses propres analyses et corrélations et remonter les informations. À ça, viennent s'ajouter d'autres évolutions sur la partie vMoine, notamment les actions de rémédiation. Concrètement, vous allez pouvoir dire, OK, je surveille mon environnement backup et mon environnement virtu. Par exemple, sur cet environnement backup, j'estime qu'aucun de mes jobs de backup ne doivent être en état disable. Si je constate qu'il est en état disable, automatiquement, je repasse mon job en état enable. Vous voyez ? On peut avoir de la surveillance sur la partie snapshot DVM, etc. L'idée, c'est de pouvoir dire, on va constater des choses et en face de ces constats, on va pouvoir mettre en place des actions qui vont être applicables soit automatiquement, soit manuellement. Avec une remontée d'informations, on aura juste à dire, OK, on applique la rémédiation, oui ou non. Le Business View 2.0, Business View, qu'est-ce que c'était? C'était le fait de pouvoir créer des vues orientées métier. C'est-à-dire, plutôt que de dire, OK, j'ouvre mon arborescence de VM et je les vois trier par dossier de 1 à 100, etc. Et je vais créer une vue business. Donc, je vais avoir une vue applicative qui va concerner une machine SQL avec une machine frontale web, avec une machine applicative. Et je vais avoir une considération qui va être orientée application. Et pour ça, il fallait faire il fallait un petit peu aller trifouiller dans une interface, dans un module Business View qui était à part du module de monitoring et de reporting pour pouvoir créer ces Business Views et ensuite les exploiter. Là, on a facilité les choses parce qu'on va intégrer ça avec la partie monitoring de manière à ce que dans l'environnement monitoring, on puisse directement créer des business views ou rajouter des machines dans des business views existantes. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est une fonctionnalité très utile, mais très peu utilisée. Parce qu'il y avait cette étape de création qui était considérée comme fastidieuse. Donc, on a simplifié les choses pour apporter plus de vues business sur l'outil vMoine. L'application Level Monitoring, on va être en mesure de surveiller des applications au sein des VM et avoir des remontées d'informations qui vont être orientées services applicatifs. Donc ça, c'est très intéressant. La partie heatmap, ça va permettre d'avoir une visibilité beaucoup plus simple et flagrante côté consommation des ressources VM. Mais aussi des ressources de l'infrastructure de backup. Par exemple, on va avoir une carte qui correspond à l'activité de la journée de l'ensemble de nos serveurs proxy et on va savoir sur quelle plage horaire tel ou tel proxy est plus sollicité. Et ça va permettre de facilement pouvoir réorganiser éventuellement le partage de charges si besoin. Et puis, plein de nouveaux rapports pour venir compléter les plus de 300 qui étaient déjà existants. Est-ce que Martin, tu as des questions sur la partie vMoine? Non, ça m'avait l'air clair. Pas de problème. Parfait. Avec cette update 4, hein, je pense qu'il va y avoir un véritable regain d'intérêt et de considération de nos clients prospects pour cette fonctionnalité. Parce que clairement, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup plus sympathique à consommer, notamment grâce au heatmap. Et puis, l'intégration des KB pour être proactif sur la gestion d'incidents, ça peut vraiment, vraiment rajouter beaucoup de valeur à vMoine. Donc, si parmi tous ceux qui sont présents, vous avez ou vous n'avez pas passé le pas d'aller vers vMoine, ou alors vous l'aviez mais vous l'utilisiez peu,
Intéressez-vous là au What's New et au Release Note pour voir tout ce qui vous est apporté. Et puis, donc, bon, on a, comme je vous le disais en début, hein, on a plus d'une centaine d'évolutions dans cette update 4. C'est la plus grosse évolution dans les release notes depuis le début du produit. Donc, Martin et les équipes Infidis, lorsqu'ils vous enverront les slides, joindront les liens vers les What's New, les release notes, et puis les liens de download pour pouvoir aller vous renseigner un peu plus en détail si vous le souhaitez. Voilà pour moi sur cette présentation des nouvelles fonctionnalités Update 4. D'accord, je reprends la main rapidement pour faire un petit focus sur les offres de services Infidis avec le produit Vim. Donc, comme vous pouvez voir sur ce slide, on accompagne nos clients sur les différents types de demandes, soit changer d'architecture d'un produit vers Vim, soit mettre en place du Vim One par exemple, sécurisation des serveurs physiques, sécurisation de l'Office 365, du cloud, backup vers le cloud, test de PRA, monitoring, l'étude d'une nouvelle architecture. On vous accompagne sur l'installation, configuration. On vous aide dans la rédaction d'un plan de sauvegarde. Et bien sûr, on vous forme au produit Vim, le Vim Backup Eradication et tous les autres agents qui tournent, qui gravitent autour. Je peux faire la dernière slide, s'il te plaît. Johan. Alors, une autre offre de service que l'on propose à nos clients, c'est la mise en place d'un reporting personnalisé qui regroupe tous les jobs, que ce soit sauvegarde, copie, réplication, restauration, etc. de Vim en un seul rapport qui est sous HTML et qui peut être envoyé par mail. Donc, ce qui permet de réduire drastiquement l'envoi de Vim, les mails de Vim qui partent. On en a un paquet assez important, donc ça permet vraiment de limiter et de customiser ce rapport. Donc, c'est une prestation clé en main qui permet donc d'étudier un petit peu votre architecture. Donc, c'est un mini audit. Et ensuite, on installe et on configure avec vous le script pour avoir quelque chose de détaillé. Voilà. Merci à vous. Est-ce que tu peux couper le micro, l'enregistrement, Johan? Et du coup, on avait encore 2-3 petites questions dans le chat.